Bonjour à tous et bienvenue sur Audio Talks. Moi, c'est Iman et aujourd'hui, on se retrouve avec non pas une invitée, mais deux invités, Noémie et Modjiri. On applaudit pour elles. Alors aujourd'hui, nous allons aborder d'une thématique importante, selon moi, une thématique que je n'ai toujours pas abordée sur ma chaîne et je me suis dit pourquoi pas le faire avec ces deux invités. Donc je vais les laisser se présenter. Bonjour, merci Iman pour l'invitation. Je suis Modjiri, je suis coach en développement personnel, mais pas que, développement personnel et collectif. On développera tout à l'heure l'importance du développement collectif aussi. Je suis ce que les anglophones appelleraient une slasheuse, parce que je suis salariée mais entrepreneur aussi. Je touche pas mal à pas mal de choses, mais principalement, on va dire que ma vocation, c'est l'accompagnement, tout simplement. Super, super. Et Noémie? Merci pour l'invitation, Iman. Moi, je suis tout fraîchement diplômée d'une école de commerce. Là, je suis chargée de communication externe dans la tech. Et à côté de ça, j'ai monté une petite agence de communication digitale, Noraco Agency. Et j'ai une association donc, qui est basée au Cameroun, mais qui traite de différentes thématiques autour de l'Afrique. Donc, le domaine de l'humanitaire, l'éducation et la santé mentale en Afrique. Super, super. Bah écoutez, nous allons commencer cet épisode. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un épisode sur la gestion des émotions? C'est tout simplement parce qu'on est dans un monde de plus en plus stimulant, de plus en plus stressant. On fait face aux émotions de plein de personnes, surtout sur les réseaux sociaux. Tu te lèves, tu as ton téléphone, tu checkes les réseaux, euh, tu fais face aux pensées, comme je dis, aux émotions de tout le monde. Et je me dis, ça doit être vraiment stressant, stimulant. En tout cas, moi, je le ressens. Comment est-ce qu'on peut réussir à gérer toutes ces émotions-là, réussir à contrôler nos émotions et toujours avoir un œil fixé sur nos objectifs, tout simplement. Donc, j'ai eu l'idée d'inviter donc une coach en développement personnel et aussi Noémie qui aura quelque chose à nous partager, un vécu à nous partager et elle nous dira donc comment déjà elle, dans un premier temps, elle s'est rendue compte qu'elle a vécu tout ça et comment elle a réussi à s'en sortir. Ok, donc pour ma première question, c'est la problématique générale du coup, comment selon vous gérer les émotions? Est-ce que vous avez vous faites quelque chose en général ou est-ce que vous n'arrivez tout simplement pas et vous vivez comme ça tout simplement? Moi, je pense que c'est super dur et ça dépend vraiment des périodes. Par exemple, au travail, il y aura des périodes où ça sera hyper dense, etc. Et c'est compliqué de gérer ses émotions. Mais s'il y a bien un truc qui m'a aidée, moi, enfin deux, je vais dire, à la base, c'était d'aller voir des psychologues. Donc d'aller voir les psychologues, leur dire que, enfin, j'en ai eu plusieurs avant de trouver un bon. D'aller les voir, leur dire qu'en fait, bah, je me sens pas bien, ma charge de travail, c'est un truc de fou, et cetera, et cetera. Donc travailler avec eux et bah, 3 fois par semaine maintenant, je vais au sport. Donc je me lève, tous les matins à 5 heures Ouais. et je vais faire sport 1 heure, sport collectif, sport toute seule et je pense que ça m'a beaucoup aidée au niveau du stress, de ma gestion des émotions. Et donc, Moudjiri, comment est-ce que toi tu fais ou les personnes qui viennent te voir en général, quelles sont les problématiques? Comment tu arrives à gérer Pour ma part, moi, ça a été déjà d'apprendre à me reconnecter avec moi. Vraiment aller en profondeur et essayer de comprendre mon fonctionnement. Parce que j'ai dit toujours, en fait, aux personnes qui viennent me voir, on est tous différents, complètement, et on va avoir des fonctions, un fonctionnement complètement différent de l'un à l'autre. Et je pense que le point principal, c'est déjà de réapprendre ou d'apprendre à se connaître. Ok. Alors, moi, ce que j'ai fait, moi, ou ce que je fais, moi, c'est déjà de prendre des rendez-vous avec moi. C'est quelque chose d'indispensable. Noémie, tout à l'heure, parlait de voilà, ces séances de sport, 3 fois par semaine. Je considère ça des rendez-vous avec soi. Il faut vraiment prendre le temps. On est dans une société où on n'a plus le temps pour soi. Absolument plus. Quand mes coachés viennent, ce que je leur dis, la première des choses, c'est de prendre des rendez-vous avec eux. Quitte à se mettre des alertes dans le téléphone, mais vraiment de mettre dans son planning, comme on peut mettre n'importe quelle autre activité, en fait, hein, dans son agenda, d'avoir un rendez-vous avec soi pour se reconnecter. Et après, c'est l'activité vraiment qui va nous mettre en état de flow, qui va être intéressant, là, ce qui nous procure du bien, et faire une introspection
sur ce qui va et ce qui ne va pas. Je pense que le point principal déjà, c'est de pouvoir analyser les émotions qu'on a pu ressentir et déjà de les comprendre, de les voir, de les capter et de les analyser par la suite. Donc moi, c'est ce que je fais. Moi, j'ai mes rendez-vous avec moi et ça me permet en fait de faire le point avec moi, ce qui a été, ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, pourquoi j'ai ressenti telle émotion et qu'est-ce que j'en fais maintenant et où je vais avec ça. Oui. Donc voilà. C'est super important que vous dites ça parce que là, en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. C'est un mot, enfin, c'est un terme que l'on retrouve un peu partout. Mais je sais pas, est-ce que vous pourrez nous dire un peu plus ce qu'est l'intelligence émotionnelle dans un premier temps? Et est-ce qu'on est obligé de l'avoir pour pouvoir reconnaître ses émotions, pour pouvoir aller de l'avant? Ou alors, certaines personnes qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle peut-être devront se faire accompagner? Ou, enfin, comment réussir à reconnaître soi-même ses propres émotions sans que quelqu'un ou qu'il y ait un intermédiaire entre. L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est tout simplement la capacité déjà à reconnaître, à comprendre, à gérer ses émotions, mais pas seulement ses émotions, mais les émotions de l'autre aussi. Et c'est là où, en fait, la résilience va jouer, en fait, pour certains. Il y a des personnes qui arrivent à le gérer parfaitement et d'autres pas. Et la résilience en soi, quand on l'analyse, en fait, quand on regarde, il y a 3 facteurs importants dans la résilience. Ça va être déjà ce qu'on ressent nous, en fait, notre intérieur. Ce qu'on ressent nous, c'est-à-dire notre taux d'optimisme, l'estime de soi qu'on va avoir. Après, il y a un autre facteur qu'on va prendre en considération, ça va être l'environnement, parce qu'il est important, en fait, l'environnement. Quelqu'un qui grandit, on va dire, dans un environnement stable, sécurisant, bienveillant, forcément, cette résilience, en fait, du coup, elle va être présente et elle va être favorable. A contrario, une personne qui vit dans un environnement, on va dire, de violence, d'abandon, d'insécurité, elle va être fragilisée. C'est pour ça qu'on a des personnes, en fait, qui arrivent à tenir et des personnes qui ont besoin d'une canne, ce que je peux me permettre de dire, en fait, mais pour pouvoir affronter et gérer ces émotions-là. Et il y a un autre point qui est important et comment on peut développer sa résilience aussi, c'est analyser son entourage. Parce que l'entourage est un facteur très, très important. Donc, en analysant déjà ces choses-là, on peut se situer et voir où on en est. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Effectivement, aujourd'hui, il y a des thérapeutes, il y a des psys. Voilà. Est-ce que par moi-même, en faisant mon analyse, je peux rebondir et essayer de comprendre et d'avancer? Donc, je pense que la base, elle va être déjà là. Mais c'est pas quelque chose, comme on dit, vous voyez, la résilience qu'on se disait, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose, en fait, que déjà, voilà, ce qui s'apprend. Et on va dire qu'on arrange au sein de notre royaume. Moi, j'imagine toujours que voilà, je suis la reine de mon royaume et c'est moi qui mets les règles, en fait, dans mon royaume. Oui. Et donc, c'est ça. Et l'intelligence émotionnelle, c'est toutes ces choses-là, en fait, de pouvoir analyser les émotions. Celle des autres, effectivement. Et celles des autres, parce qu'elles sont importantes aussi. Importante aussi, ouais. Et du coup, là, vous avez parlé de résilience. Mhm. Et c'est un terme aussi que l'on retrouve beaucoup. Je suppose qu'on est toutes issues d'origine africaine. Du coup, c'est un terme que l'on retrouve beaucoup en Afrique, chez nous. On nous dit tout le temps de rester fort, d'être patiente, d'être patient, que c'est comme ça que l'on grandit, que l'on devient fort, que l'on réussit dans la vie et tout. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal parce que je suis quelqu'un, c'est pas que j'aime pas la difficulté, mais je préfère me faciliter. Genre, s'il y a une difficulté, je vais pas forcément rester dans la difficulté, quoi. Je vais essayer de voir comment optimiser, enfin, comment. Trouver une facilité dans la difficulté. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, si tu souffres pas, c'est comme si tout est dû, tout est donné. Enfin, ils voient la souffrance comme le truc ultime dans lequel il faut forcément passer et limite rester toute sa vie. Et pour revenir par rapport à la résilience, je me dis qu'il y en a tellement qui souffrent, tellement qui restent dans cette résilience-là, qu'il y en a du coup qui ont honte
d'aller demander de l'aide. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont en train de souffrir, parce que pour eux, c'est normal de souffrir. Et troisièmement, il y a pas il y a des psychologues, je suppose, il y a des thérapeutes, mais c'est pas forcément comme ici où on vous dit d'aller prendre soin de sa santé mentale. En Afrique, si tu vas voir un thérapeute ou un psy, on va dire limite t'es fou. Exact. Euh, et si t'en parles à tes parents, on va dire oui, non mais t'inquiète, ça va aller, ça va passer. Et autres. Enfin, on le prend pas forcément au sérieux. Et je trouve ça triste parce qu'au final, nous, on a grandi dans ça, mais heureusement, on a pu venir ici. Du coup, on a un peu le 50-50. Mais ceux qui sont là-bas, quand je parle avec eux, je me rends compte qu'on est vraiment en décalage sur ce point-là, en tout cas. On est vraiment en décalage. Et je ne sais pas si vous avez eu, Moudjiri, du coup, des coachés où vous vous êtes dit, ah, c'est peut-être. Parce que là, vous avez parlé d'environnement. L'environnement autour de soi, vous vous êtes dit, ah, peut-être c'est son environnement dans lequel elle a grandi, qui lui fait penser comme ça, qui lui fait se sentir comme ça. Je ne sais pas si vous avez des exemples. Ouais, parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de développement personnel, mais collectif, parce que ça y joue énormément. Aujourd'hui, on a la chance, de plus en plus, de voir des psychologues, des thérapeutes issus de des minorités, hein, et qui vont comprendre nos problèmes. Les paradigmes sont complètement différents et ils sont pris en compte. Donc, on a cette chance-là. Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on a cet héritage culturel, en fait, du silence. Que la force mentale, la discrétion, ça va être dans le silence, le non-dit. Et très souvent, dans notre culture, on fait pas la différence entre justement la résilience et la résignation. C'est deux choses complètement différentes. La résilience, c'est je suis blessée, comment je vais rebondir, en fait, par la suite. Comment cet événement, on va dire, traumatique ou tragique, va m'aider, en fait, à me relever. La résilience, c'est je suis blessée, je laisse et je passe, parce que je peux rien y faire. On est tous issus du continent africain. On a une phrase que nos mamans n'ont pas cessé de nous dire quand on était assises là, en train de se faire coiffer. Il faut souffrir pour être belle. Oui. Et tout, en fait, en fait, pour moi, ça définit vraiment Oui. le cadre, mental en ouais. fait qu'on a. Donc, c'est comme ça. Oui. Et On peut point rien barre. y faire. Ouais. Oui, on peut rien y faire. Moi, je suis spécialisée vraiment dans le avancer vers un objectif, mais en mettant le bien-être en premier lieu. Parce que on est aussi dans une société, dans une culture aussi on a une pression énorme. Et on a laissé le bien-être à côté. Donc moi, l'idée, c'était d'accompagner ces personnes-là, qu'elles puissent retrouver, en fait, avancer en s'épanouissant, mais avec cette touche de bien-être qu'il faut absolument pas qu'on mette de côté, qu'on a énormément mis de côté, en fait. Et et on essaie d'adapter. On adapte parce qu'on se comprend, parce qu'on vit les mêmes choses. J'ai beaucoup d'aînés de famille qui se plaignent, moi étant la première, donc Ouais. je sais le poids dans les familles africaines que peut avoir un aîné de fratrie. Oui. Donc, vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là, en fait, qui aident. Et puis, on arrive je réapprends aux gens à s'écouter. C'est la première des choses, en fait. J'ai l'impression même qu'il y en a beaucoup qui ont peur, je pense, de faire face à ce qu'ils ressentent, à s'écouter. Et ils ont peur des réponses en fait, qu'ils peuvent trouver. Et du coup, toi, Noémie, j'aimerais bien que tu puisses commencer à nous raconter, donc à ton rythme, hein, bien sûr, à nous raconter ce que tu as pu vivre. Donc, le commencement, déjà, la cause, et comment tu t'es rendu compte que... Moi, ça a vraiment commencé. Le fait d'aller voir les psys, ça a vraiment commencé en 3e. J'étais encore au Cameroun. Mais en fait, j'ai eu une vie où j'étais entre le Cameroun, la France, etc., etc. Il y a eu beaucoup de déménagements. Donc, de ma 5e, on va dire, à ma terminale, j'étais au Cameroun. Mais en 3e, en fait, de ma 5e à ma seconde, j'étais dans un lycée
Donc au Cameroun, lycée, c'est privé et collège, c'est public. C'est pas la même chose qu'en France. Et du coup, j'étais dans un lycée, enfin dans un collège, camerounais. Et c'était un collège d'excellence qui demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et quittant du système français, pour ce système-là, il faut savoir que c'était totalement différent et c'était super dur. Donc je faisais beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse. Et un jour, je dis à ma mère, faudrait que j'aille voir quelqu'un, je sais pas. Mais je me sens pas bien du tout. Mais je sais pas à partir de quel moment j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des spécialistes qui nous aidaient dans ces domaines-là. Mais je lui ai dit, ouais, il faut que je vois quelqu'un, etc., etc. Sa première réponse, c'était, mais tu vas aller faire quoi là-bas et tout ça, Ouais. machin. Tu vas aller faire quoi là-bas? Je lui ai dit, ouais, là, je vais pas bien, etc., etc. Faudrait que je vois quelqu'un. Mais ma mère n'a pas hésité une seconde. Donc, elle a compris qu'il fallait que je voie quelqu'un et que avec elle, même si j'arrive à tout lui dire, je dis tout à ma mère aujourd'hui, mais à ce moment-là, fallait que je voie quelqu'un d'externe qui est spécialisé dans ce domaine-là et qui ne va pas avoir un jugement sur moi. Donc, en cherchant, je me suis rendu compte qu'au Cameroun, il n'y avait pas beaucoup de psychologues. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de psychologues. Et du bouche à oreille, j'ai rencontré un psychologue donc, qui s'appelle le docteur Djengwe, qui est basé au Cameroun. Et j'ai fait une séance avec lui et je voyais qu'en fait, il a mis des mots sur tout ce que je lui disais et il me posait des questions comme s'il était à l'intérieur de moi. Je Oui. sais pas comment dire, mais ces questions étaient vraiment pertinentes. Il savait exactement ce que j'étais en train de lui dire, etc., etc. Donc je l'ai vu, je crois, 4 fois. Mais il faut savoir que ça coûte hyper cher. C'est le même prix qu'ici dans une clinique privée. Donc 100 euros par séance. Donc c'est super cher, 65 000 francs. Donc c'était super cher. Puis j'ai arrêté de le voir parce que ça allait déjà bien, etc., etc. J'ai repris le sport. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé le sport aussi. Donc j'ai pris le sport et puis j'allais très souvent au sport, etc., etc. Puis j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, je quitte le Cameroun pour venir ici. Et moi, j'ai eu le bac Covid. Donc, j'arrive. Nous, le Covid, on ne connaissait pas du tout au Cameroun. On a fait un bac blanc, etc. Mais on arrive ici où les gens sont confinés. Genre, c'est pas du tout la même Ouais. vie. Nous, on parlait de Covid, mais en fait, chez nous, ça n'existait pas vraiment. Clairement. Les gens portaient même pas des masques. Genre, Ouais, c'était c'est que ça. quand t'étais à l'extérieur, mais dans ta voiture, tu portais Ouais. pas de masque, il y avait rien et tout. Et du coup, il y avait ça. J'ai eu une rupture hyper douloureuse. Puis quand j'arrive ici en France, faut savoir que mes parents sont divorcés. Donc mon père vit en France, mais ma mère vit au Cameroun. Donc j'arrive ici, je me dis putain, genre, je sais pas, mon père et moi, on ne s'entend pas très bien. Ouais, ok. Donc j'arrive ici et je me dis ouais, mais en fait, genre là, je suis livrée à moi-même et je pense que je me suis pas bien préparée de la belle vie que j'avais en Afrique et de venir ici à être toute seule dans un appart et tout ça, je m'étais pas bien préparée. J'ai sombré dans une dépression. J'ai sombré dans une dépression et je voyais très souvent le médecin en fait de mon école de commerce et qui me disait ouais en fait Noémie, je sais pas mais t'es super fatiguée, t'as mal à la tête, j'avais plein de symptômes et il me disait moi je pense qu'il faudrait quand même consulter, voir un psychologue. Donc j'ai vu la psychologue de l'ESSEC. J'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Donc je me permets de le dire. Mais d'origine africaine aussi. Et je pense que les psychologues, même s'ils sont d'origine africaine, ça dépend vraiment des psychologues. Il n'y en a Oui. pas toujours qui nous comprennent. Ok. Il y en a aussi qui pensent qu'on abuse. Ah ouais, Donc ok. moi, je vais lui parler, etc. Et les premières choses qu'elle fait, c'est qu'elle se met à éclater de rire en disant Oh. ouais, t'exagères, genre ouais, machin et tout ça. Du coup, moi, j'ai écourté la séance. Je lui ai dit, je préfère ne pas vous voir en physique parce que je sens que quand quand on en appelle et qu'on se voit pas, ça va. Mais quand on se voit, c'est totalement l'inverse. Et du coup, à ce moment-là, ça m'a cassée. Et du coup, je voyais plus de psychologue
mais il fallait que j'en trouve un parce que je voyais que j'allais pas bien du tout et que je sombrais dans une dépression sévère. Donc un jour, je vais aux urgences parce que j'ai des crises d'angoisse au point où j'arrive pas du tout à me calmer et j'étais toute seule. Donc j'appelle l'ambulance, etc., etc. Puis il y a un psychologue urgentiste parce qu'à côté de chez moi, du coup, il y a un grand centre hospitalier et il y a un département psychiatrique, mais avec tous les thérapeutes, les psychologues, etc. Et donc il me dit, ouais, Noémie, je pense qu'il faut voir quelqu'un de manière continue, etc. Donc c'est là où j'ai vu mon psychologue et au fur et à mesure du temps, c'était un blanc, allemand, qui parlait super bien français, avec qui genre j'ai fait, je sais pas, j'allais 4 fois par semaine. Je le voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais avec lui, ça s'est vraiment mieux passé. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu guérir. Et du coup, j'ai quelques petites questions. Du coup, Mhm. ta dépression, tu l'as vécue sur une durée de combien de temps? Si je devrais quantifier, je dirais 1 an et demi. 1 an et demi. Et quand je suis partie en échange au Maroc, là, j'ai senti que j'allais vraiment bien. Genre, je sais pas comment expliquer, mais j'ai C'était senti que ça allait je sais mieux. pas, c'était pas. Enfin, je suis sortie de la France Oui. et c'était le confinement, etc. J'arrive au Maroc, tout se passe bien. Je sais pas. J'étais avec des copines d'origine africaine et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que quand je suis arrivée dans cette école, bah, il y avait pas beaucoup de personnes de couleur. Oui. Donc en fait, j'ai perdu tous mes repères en arrivant ici. Genre, il y avait plein de trucs qui ont fait que cette dépression sévère-là arrive. Et donc, c'est au Maroc que je pense que j'ai guéri. Mm. Et du coup, tu parlais de crise Mhm, d'angoisse. En fait, mhm. elle se manifestait comment? Bah, Comment les tu savais crises que... d'angoisse, en fait, comment je savais, c'est que j'expliquais ces crises-là quand j'étais au collège, au premier psychologue que j'ai vu, et c'est lui qui m'a dit qu'en fait, ce que tu es en train de faire, ça s'appelle une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse / crise de panique. Et moi, quand je venais souvent en vacances, j'en avais très souvent dans les transports ici à Paris, où bah, quand il y avait trop de monde, je sais pas, j'avais des bouffées de chaleur, fallait que je sorte du RER ou du métro parce que, je sais pas, ça m'oppressait, etc., etc. Au début, même quand je faisais ces crises d'angoisse, j'ai dû... c'est quand j'ai guéri que les crises d'angoisse sont vraiment parties. Parce que même pendant mes études supérieures, dans le métro, dans le RER, par moments, ça m'arrivait. Genre, je me sentais oppressée. Même dans les amphithéâtres, j'arrivais pas du tout. Fallait que je me mette toujours à l'écart. Parce que je sais que bah, y a un passage et que je peux partir si jamais il y a un problème. Mais si tu te mets au milieu de personnes, c'est complètement difficile. Donc c'est comme ça que les crises d'angoisse se manifestent, bouffées de chaleur. Parfois, moi je transpire pas beaucoup du visage, donc tu sentais que dans mon dos je transpirais énormément. T'as le cœur qui bat, c'était des symptômes comme ça. T'as les mains qui tremblent aussi, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je faisais des crises d'angoisse. Et là, t'en as plus Non, du tout. non, c'est Ok. hyper rare. Genre, non, c'est C'est hyper, vraiment hyper rare. cas extrême de Ouais, stress c'était ou... genre vraiment, c'est hyper, hyper rare. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'en ai fait. Ah oui, bah tant Ouais, mieux alors. ouais, ouais. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, je voulais aussi parler donc des différences Mm, et hommes-femmes. Du coup, mhm, comment est-ce qu'on arrive à gérer nos émotions? Mais juste avant, je viens de me rappeler que donc tu parlais du coup de ta... C'était une femme que tu avais mhm, rencontrée... mhm. Non, c'était un homme, je crois, au Cameroun. Au Cameroun, c'est un Oui, homme. un homme. Tu parlais des coûts. Oui, Du coup, des séances, oui, 65 000 oui. francs, donc Ça 100 coûte hyper euros. cher. Ouais, La séance, ça coûte super cher. super Et je cher. pense que c'est peut-être aussi un autre frein Ouais. qui fait que bah, du coup, nos frères et sœurs enfin, qui sont sur le continent donc, ne partent pas voir, Mhm, en plus de la honte et de mhm, tous les tabous qu'il y a autour de ça, bah, du coup, c'est un frein pour eux. mhm. Et je sais pas, peut-être au Cameroun ou au Congo, ou peu importe le pays, mais si comment- le gouvernement fait assez sur ce plan-là, Mhm. peut-être faire des séances, enfin les 3 premières séances peut-être gratuites, ou je sais pas. Bah, en fait, au Cameroun, là, on est en train de travailler avec l'association sur différents pays d'Afrique. Donc là, on a déjà fait sur le Cameroun et on est en train de travailler sur le Gabon. Je me suis rendu compte qu'aussi au Gabon, il y a beaucoup de psychologues, enfin il y en a pas mal. Quand je vous dis psychologue, tout ce qui entre en compte, etc., les coachs, Thérapeute, thérapeutes, ok. psychiatres, Mhm. etc. Au Cameroun, pareil, vraiment ça a augmenté. Et il y a des études qui disent qu'il y a 500 000 personnes en Afrique pour un seul psychologue.
Donc, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il commence Ah, à y en mais avoir de oui. plus en plus, mais pas beaucoup. Et au Cameroun, en dehors des cliniques privées, donc les cliniques privées en général, c'est 30 000, 60 000. Le psychiatre coûte moins cher que le psychologue. Pourtant, normalement, en général, ça devrait être l'inverse, L'inverse, mais ouais. voilà. Et j'ai vu que dans les hôpitaux publics, on peut payer 4 000 francs la séance. Ok. Bon, ça Donc va, 4 000 francs, c'est c'est largement moins de mieux 5, que... enfin 5 euros ou moins de Ouais, 5 euros, c'est ouais. largement mieux que C'est 65 largement 000. mieux que 65 000. Mm. Et ça, je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes. Mais en fait, le truc, c'est que il n'y a pas de communication. Les gens ne savent pas. Et beaucoup de personnes ne partent pas voir ces psychologues-là. Même avec le bouche à oreille, les gens ne savent pas. Et même à la télé, là-bas, tu vois personne parler de santé mentale. Ouais, en Ouais. fait, il faut vraiment déconstruire le tabou qu'il y a autour Ouais. de la santé mentale. C'est comme je regardais un podcast et la personne racontait une histoire comme quoi il était à l'hôpital et il y a une dame à côté de lui qui était au téléphone et qui disait qui parlait à un membre de sa famille. Pourtant, elle était à l'hôpital, hein, Mhm. mais qui parlait à un membre de sa famille en disant ah oui, il y a mon fils qui souffre d'autisme, de trisomie ou je sais plus trop, mais en tout cas de ce genre de maladie. Oui, il souffre de ça et je sais pas où aller. Est-ce que tu peux pas appeler un homme de Dieu? Il va venir voir l'enfant pour essayer pour qu'il puisse mieux aller. Et du coup, la personne qui était à côté d'elle lui a dit, mais madame, vous savez que vous êtes dans un hôpital. Si elle avait juste demandé à une Carrément. infirmière ou autre, peut-être l'étage du dessus, elle aurait pu avoir la réponse à ses questions. Mhm. Mais en fait, en Afrique, on est beaucoup aussi dans ce côté religieux. Je dis pas que c'est mal, hein, mais au final, il y a aussi les médecins qui sont là pour nous aider, c'est leur travail Exactement. pour pouvoir nous aider. On peut pas juste guérir comme ça. Mhm. Et donc, c'est ce que je trouve aussi triste. Justement, ils sont vraiment ancrés dans ça, ils veulent pas ressortir. Et quand tu leur en parles, justement, limite, c'est toi le diable, quoi. Mhm. Tu veux essayer de leur enlever Exactement. de la religion et Mhm. autres. Mais voilà, donc. Mais justement, je reviens sur ce que tu disais sur la psy d'origine africaine que tu as vue. Faut dire les termes, comme diraient les jeunes aujourd'hui. On a beaucoup de personnes de la communauté qui sont, on va dire, très, entre guillemets, aliénées et sont partis sur un système qui n'est pas le nôtre. Moi, je dis toujours, en fait, je suis du Congo-Kinshasa, d'origine du Congo-Kinshasa. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe dans l'Est. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Et j'ai toujours dit que la communauté afro, on a des blessures qui ne sont pas guéries de parce que la société nous a faites. Et toutes ces blessures aussi transgénérationnelles, à guérir. Et on omet ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on vit encore aujourd'hui, elles sont dues à ça. Aujourd'hui, l'approche, comme vous dites, en fait, les gens ont du mal. Bien sûr, c'est un tabou. C'est un tabou de dire, je vais aller voir un psy, mais tu vas aller faire quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller faire? Viens, on va à l'église. Et c'est vrai, c'est toujours la solution, en fait. Comme on dit, effectivement, Dieu peut accompagner sur certaines choses. Il guérit, certes. Mais c'est bon aussi de pouvoir parler. Et on oublie que notre culture, on a une culture en Afrique de l'oralité. On oublie qu'avant, il y avait les palabres en Afrique de l'Ouest, le pongi en Afrique centrale. Peut-être que ce serait un canal pour reprendre en fait ces cultures, ces traditions qu'on avait ancestrales, qui ont toujours été là. Aujourd'hui en Occident, quand les gens ne vont pas bien, il y a des groupes de parole. On n'en a plus chez nous. Et pourtant, on était à l'initiative de ces groupes de parole. Peut-être que ça peut être un canal pour commencer à ce que les gens puissent avoir cette liberté en fait de parler, de pouvoir exprimer leurs émotions. Et continuer avec des spécialistes derrière, en fait. Comme on dit, parce que comme c'est pas... Les gens ne savent pas, les gens n'osent pas, mais ça serait peut-être une approche pour dire, mais on avait ça, c'est notre médicament. Ça peut être un début, en fait, de guérison. Et je pense que c'est important, en fait, de le souligner aussi. Mais c'est clairement ça. Mais je pense que c'est un problème de communication, aussi de mentalité. Et aussi les parents, quand les parents te disent à la maison, pourquoi tu vas voir un psy, comme vous avez dit, faut aller dans les églises, etc.
c'est ça, en fait, qui renferme les enfants. Et après, il y en a qui comprennent pas pourquoi il est toujours dans la chambre, il s'isole, etc., etc. Ouais. C'est à cause de ces problématiques-là. Parce qu'eux-mêmes sont encore blessés. Oui, Oui. c'est vrai. Alors, eux-mêmes, ils ont besoin d'aide aussi. C'est Mais, vrai. mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, notre communauté, on est malade. Mm. On ne se rend pas compte, on est encore malade de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la santé mentale, on l'a mis complètement de côté. Et on a tous besoin un petit peu de guérir, De guérir, en fait. oui. Et on a laissé toutes ces choses, en fait. Vous savez, je vais parler d'une anecdote, quelque chose qui est personnel. Mhm. Moi, au travail, je suis quelqu'un qui dit les choses. Mais on a tellement habitué la société à... En fait, on les a vraiment habitués à se dire... L'autre nous regarde en disant « Oh, ils ont l'habitude de subir et de Oui. ne rien dire. Oui. Ils ont l'habitude d'encaisser et de ne rien dire. » Donc, quand vous êtes une femme, en plus, et noire, et vous vous levez, et vous dites ce que vous ressentez face à l'autre, on va dire le black woman agree. Oui, C'est ça, exactement vrai. ça. C'est clairement ça. Non, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de briser ce silence et d'être en paix avec leurs émotions et avec leur personne. Ouais. Mais c'est un travail qu'on doit tous faire ensemble, en fait, et se dire qu'on a le droit d'exprimer nos émotions. Aujourd'hui, une personne de couleur, dès qu'elle va parler, c'est toujours... C'est agressif. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est agressif. C'est Super Non, vrai, c'est vrai. mais parce qu'on les a habitués, on a habitué le monde à se taire, à courber les chines Effectivement, et à faire c'est les vrai. choses. Complètement d'accord. Ouais. Oui. Et du coup, j'aimerais aussi donc venir sur la différence des hommes et des femmes face du coup à comment ils expriment à leur l'expression de leurs émotions. Et je voulais savoir si dans la vie de tous les jours déjà de base, vous voyez qu'il y a une différence quand même entre les hommes et nous les femmes. Comment est-ce qu'ils expriment leurs émotions et même dans les relations le social que l'on a avec eux. Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez, comment dire, matures émotionnellement? Je ne sais pas comment le dire, même si je ne dis pas que nous le sommes. Hein. Forcément, il y a des hommes qui sont plus matures que nous. Mais est-ce que vous voyez quand même qu'il y a un travail à faire de leur côté également? Et vous voyez un peu les différences, genre comment est-ce qu'un homme réagit et comment vous... Après, bien sûr, on est toutes différentes. Mais comment est-ce que vous réagissez Est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à ça? Et Mojiri, après, est-ce que toi, je suppose que tu coaches pas que des femmes, il y a aussi des hommes ou... On est très peu. Ah, très peu de femmes? Très peu d'hommes. Ah, Il y a très plus- peu d'hommes. J'ai Ah, plus ok, de plus femmes de femmes. que d'hommes. Ça allait me surprendre. Ok, donc, mais très peu d'hommes, mais tu en as quand même. Ça peut arriver. Et Ouais. est-ce que l'approche a été la même de ton côté par rapport à l'accompagnement ou, Moi, elle a été la même. Mais en ok. face, non, parce que nos hommes sont conditionnés, très petits, Ouais. déjà. Donc, il faut arriver à mettre la personne en confiance. Et je pense que l'homme a toujours besoin, peu importe, je pense, l'origine, mais il a besoin de se sentir. Mais parce que la société le conditionne comme ça. C'est toi qui es fort, c'est toi qui es là, Oui. c'est toi qui dois tenir, c'est toi qui dois pas laisser transparaître tes émotions. Parce que quand tu laisses transparaître tes émotions, c'est une marque de faiblesse, en fait. Dans certains milieux, c'est ça. Donc, en fait, il se conditionne dans ce sens-là. Donc, après, moi, je pense qu'avec le dialogue... Peut se régler. Exactement. Ok. Exactement. Et toi, Noémie, est-ce que... Moi, dans mon entourage, je trouve que les hommes parlent beaucoup moins que les femmes Oui, clairement. sur leurs émotions. Ils parlent vraiment beaucoup, beaucoup moins. C'est quand ça commence à péter que là, oui, ils commencent à dire. Ouais. Mais sinon, ils gardent tout pour eux. Mais une anecdote, j'ai un ami qui disait toujours « Ouais, moi, j'irai jamais voir un spécialiste, etc. Je suis un homme, ça va bien aller, etc. etc. C'est dans la tête et tout, machin. » Et un jour, en fait, il a été dans une situation où la gestion des émotions, ça a été super compliqué pour lui. Et il est venu vers moi me dire « Ouais, comment est-ce que tu as fait ? Comment faire, etc. J'aimerais voir quelqu'un parce que là, je commence à avoir des crises d'angoisse et tout ça, machin. » C'est moi qui lui ai dit que ce qu'il était en train de faire, c'était des crises d'angoisse. Et il dit « Ouais, il faudrait vraiment que je vois quelqu'un, etc. etc. » Et c'est là où je lui ai dit « Tu vois comment la santé mentale, c'est hyper important. C'est pas, oui, il faut être fort, etc. Je suis un homme et tout. » Enfin, moi, je pense que toute personne sur cette terre a des émotions, mais chacun réagit à sa manière. Donc, je pense que ça dépend des
des cas, mais je Oui. trouve qu'en général, c'est plus les femmes qui ont plus Ouais. d'aisance à parler de ce qu'elles ressentent. Effectivement, ouais. C'est comme je regardais encore une fois un podcast et la personne disait que autour d'eux, enfin les hommes, ils parlent jamais de leurs émotions. Ils parlent jamais de leurs émotions. Quand ils sont entre eux, ils parlent d'autres choses, mais ils évitent complètement. Ils peuvent être mal. Ils savent qu'ils sont mal. Ils savent que leur ami en face est mal. Il va juste leur demander ah ça va, tu vas bien tout ça et puis basta. Ils vont pas aller vraiment dans au plus profond. Or nous, les femmes, dès qu'il y a un petit problème, des fois on aime juste appeler juste pour parler en fait de nos problèmes. On cherche pas forcément de solution, mais on veut juste en fait se libérer. Et je pense que c'est vraiment ça la différence avec les hommes. Et je trouve que aussi de leur côté, on devrait un peu plus les mettre un peu plus en confiance. Enfin la société, hein, quand je dis nous, les mettre en confiance pour qu'ils puissent parler et aussi déconstruire encore une fois cette mentalité, cette vision que l'on a de l'homme qui est faible lorsqu'il parle. Mais on le voit aujourd'hui, on voit beaucoup de vidéos de mariage. Vous avez le marié qui est à l'hôtel et qui voit sa femme rentrer et vous voyez un homme pleurer. On en voit de plus en plus. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer là déjà. Les papas aujourd'hui qui sont très avec leurs enfants et passer vraiment des moments avec leurs filles, c'est leur moment. On commence, parce on est une génération là où les choses commencent à bouger et on ne veut pas vivre ce qu'on a vécu avec nos parents. Et donc c'est pour ça qu'avec la communication, et puis, vous savez, les hommes aujourd'hui, ils manquent aussi, je pense qu'ils manquent d'exemples aussi. Mais justement, quand on en a de plus en plus qui passent le cap comme ça, forcément, ça fait effet boule de neige et puis les choses se font. En fait. Mais je suis très contente aussi, effectivement, que ça se passe comme ça, parce que sinon, après, oui, il y a toujours des côtés, des petits couacs où il faudrait un peu améliorer, mais je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai vu une annonce, je crois que c'était hier ou avant-hier, où on disait, oui, qu'il faudrait essayer dans les barbeurs, du coup, là où les hommes ils vont se coiffer et tout, que les coiffeurs puissent aussi demander à leurs clients est-ce que ça va, comment ça se passe et tout, etc. Et il y a plein d'hommes qui ont dit non, c'est bon, vous inquiétez pas, on est bien comme ça avec nos émotions. Mais indirectement, ils le font. Hein. Parce que culturellement parlant, quand on regarde les barbeurs et les salons de coiffure... Oui, c'est là où on se dit presque tout. Quoi. C'est ça, les gens s'expriment en fait. Ils font des débats et tout. Et les gens s'expriment. Indirectement, c'est fait. Ça se fait. Peut-être, en fait, il ne faut pas qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se livrer. Et peut-être les prendre un peu de... Mais c'est vrai, l'exemple que tu as donné tout à l'heure par rapport aux garçons. Moi, je vois mes potes, parce que j'ai plus de potes garçons que de potes filles. Et en fait... T'en as qui font face à des trucs de fou, mais ils vont se mettre ensemble, ils vont regarder un match de foot et c'est comme ça qu'ils... C'est tout. Ça passe comme ça. C'est tout. Ou alors, tiens, il faudrait qu'on aille au grec, etc. Mais ça s'arrête là. Alors que les filles, mais nous, on va faire un débat, mais on va rester là 1 heure à faire un débat tout ensemble, alors que eux, juste la présence, je sais pas, mais ils ont une autre manière de faire. Juste la présence de leur ami, ça les aide. Ça les aide, exactement. Mais ils vont pas chercher à rentrer dans les détails. Enfin, ça dépend encore une fois des gens, mais ils vont pas en général chercher à entrer dans les détails. Oui, elle a fait ceci, elle a fait cela, nanana. Ils préfèrent plus intérioriser. Et y en a qui vont parler à leur mère, par exemple. Mais au papa, en général, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Mais après, ça dépend, je pense, des tranches d'âge. Aussi. Vrai. Avec la maturité, on s'ouvre plus parce qu'on se voit, par exemple, face aux parents, comme tu donnais l'exemple, par exemple, au papa. On va se retrouver après, un homme, je pense qu'à un moment donné dans sa vie, il se dit, bon, il est passé par là, je pense qu'en fait, la meilleure des personnes qui peut m'expliquer le pourquoi du comment, ça va être lui. Et les relations changent, en fait, en grandissant, en mûrissant. Et c'est intéressant. C'est comme là, ça me faisait penser même aux relations homme-femme. La femme aura tendance vraiment à beaucoup plus s'exprimer et l'homme va toujours dire mais tu parles trop, mais ceci, mais cela. En fait, ils sont vraiment conditionnés à tu dis vraiment le strict minimum et on passe à autre chose. Mais la femme, on est conditionné à vraiment s'exprimer, parler pendant des heures. Ça peut durer une semaine. On va toujours être là et tout. Et justement, il y a cette petite différence là que les hommes comprennent pas. Tout comme nous aussi, les femmes, on comprend pas comment ils arrivent à passer aussi vite à autre chose. Or nous, on peut rester sur ça. Mais attention.
ils écoutent avec le temps, avec Oui. l'expérience aussi. Oui. J'ai presque plus de 18 ans de mariage, donc j'ai fini Ah, par ok, comprendre. ok, d'accord. Mais ils écoutent. Ok. Mais un homme, très souvent, il va avoir besoin le temps de digérer ce qu'on vient de lui dire, de se remettre en question, Mhm. de réfléchir. Et très souvent, ce qu'ils vont faire, vous allez voir le changement où ce que vous lui avez dit, ça va se manifester dans les actes. Ok. Peut-être pas dans les mots, Mhm. mais dans les Exact. actes. Ok. Parce que, si je me trompe, peut-être que des hommes diront peut-être que je me trompe, mais les hommes vont donner plus d'importance à l'acte Mhm. qu'aux mots. Ok. C'est vrai. Et nous, on donne plus d'importance, enfin pas plus, mais on veut les mots et Les les mots, actes. c'est ça, c'est vrai, les deux. On veut les deux. On veut les Ouais. deux. Mais avec l'expérience que j'ai, même d'amis, hommes, autres, je me suis rendu compte que mais c'est vrai en fait. Mm. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais. Observez, vous verrez. Ouais. Ouais, je vais observer aussi, je vais essayer. Et du coup, donc on arrive à la dernière partie, donc c'est une petite mini conclusion, donc comment mieux gérer ses émotions, parce que les gens, enfin du coup, quand on se confie à d'autres personnes, donc les gens ont tendance à nous aider, mais que par rapport à ce qu'ils connaissent. Donc, si par exemple, ils savent pas comment aider une personne dans le besoin ou autre, bah ils vont juste dire ah mais non mais t'inquiète ça va passer ou va dormir t'inquiète pas ça va passer ou autre. Mais la personne en face de toi peut-être ce n'est pas ce dont elle a besoin et ces personnes ne font pas exprès. Mais du coup c'est pour ça j'aimerais vraiment dire que c'est important que l'on puisse s'éduquer sur le sujet pour que l'on puisse aider soi-même et aussi aider les autres. Et du coup, je voulais savoir, donc toi, tu avais dit, Noémie, par rapport au sport, donc tu fais le sport 3 fois par semaine, mais est-ce que tu as autre chose, une meilleure alimentation, tu lis, tu fais du journaling, qu'est-ce que tu fais d'autre? Meilleure alimentation, je dirais pas. J'ai du mal. Ouais. J'ai du mal. Mais oui, sport, je lis beaucoup. J'essaye de lire 12 livres l'année. Ok, Donc un livre par l'année, mois. un livre par mois. Mhm. Journaling aussi quand je peux. Oui. En fait, c'est tout bête, mais j'ai des carnets où par moment, tu ouvres le carnet, je sais pas, soit tu peux écrire une phrase, soit juste t'écris aujourd'hui. En fait, tu parles comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il s'est passé ci au travail, j'ai vécu ci, etc., etc. Je me sens comme ci, je me sens comme ça. Et ça te libère. Oui. Je sais pas, ça t'enlève un poids. Donc, je fais beaucoup de journaling aussi. Mais en dehors de ça, parfois, je sais que pendant ma dépression, je travaillais beaucoup. Je me noyais même dans le travail et ça m'aidait. Enfin, ça m'aidait d'une certaine manière Ouais. parce que du coup, j'avais pas le droit de faire sport. Donc Ok. pendant 2 ans, j'ai arrêté de faire le sport parce que, je sais pas comment dire, mais ton cœur, les battements de ton cœur, c'était trop dangereux. Et Ok. vu que je faisais beaucoup de crises de panique, on me disait que oui, faut vraiment pas faire ce sport. Faut marcher, mais pas faire du Courir, cardio, ouais. aller à la salle, etc., etc. Donc c'est ce que je faisais. Mais encore une fois, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens, ils aiment pas du tout lire. Il y a des Oui. gens, ils aiment pas du tout C'est ça. écrire. Ouais. T'en as d'autres, ils vont se réconforter, on va dire, dans leur passion, la peinture, etc. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Mais moi, c'est plus lecture, sport et journaling. Et Modiri, est-ce que toi, enfin, quels sont les conseils que tu donnes en général à Moi, tes ce que je dis, coachés? il n'y a pas de bonne méthode. Comme on dit tout à l'heure, je disais aussi tout à l'heure, on est complètement différents. En fait, il faut s'autoriser en fait, à tester, à explorer et voir vraiment ce qui nous rend bien, parce qu'on est tous différents. Moi, je suis contre les routines là, toutes faites Oui. et que tout le monde fait. Non, je suis vraiment contre ça. Et je dis, et comme je disais au début, en fait, il faut apprendre à se connaître, à se reconnecter avec soi et voir ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Pour le conseil que je disais, c'est très bien ce que tu disais parce que c'est là où je dis que le développement perso, on ne peut pas le séparer du développement collectif. On a une culture où le ensemble est important et on a une responsabilité vers l'autre aussi. Pour avancer ensemble, on a cette responsabilité-là. Tu disais une phrase tout à l'heure où tu dis les gens souvent ils vont dire ça va. Non, ça va, non. Éviter les questions fermées comme ça. Poser des questions ouvertes. Comment tu te sens? Et dans la culture africaine, très souvent, quand vous accueillez des gens,
La première des choses qu'on fait, normalement, c'est de demander quelles sont les nouvelles Oui, et comment va la C'est c'est personne. vrai. vrai. Ouais. On a perdu ça. Mhm. Ouais. Ça va ça? Ouais, ça va. Mais même si ça va pas. Imaginez-vous maintenant répondre à quelqu'un, ah, ça va? Non, ça va pas. Et là, Ouais. vous allez vous le prendre comme ça. Oh oh. Il y a Ouais, quoi? parce qu'on est habitué à avoir le ça va. Le Oui, ça ça va, va. facile, en fait. ouais. Mhm. Ouais. Et il faut. Vous êtes face à une personne, en fait, vous sentez que ça va pas, c'est. Viens, on s'assoit. Mhm. Qu'est-ce qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui va pas? Comment tu te sens, toi? C'est vraiment de prioriser ces questions ouvertes. Ça va aussi aider, je pense, les À mettre en uns et les confiance, autres. ouais. Ouais, Mhm. mettre en confiance. Ce que tu dis, le journaling, moi, c'est ce que je prime. Ah C'est, oui. je recommande ça à fond. Et les carnets, on est dans une société, on est en train de tout sur du digital. Mhm. Ouais, Les moi, c'est personnes, écrire. Ouais. voilà, Ouais. Ouais. les personnes oublient et ne connaissent pas la puissance de l'écriture. Mhm. Parce que il y a une connexion qui se crée là. Quand vous écrivez, je saurais l'expliquer, mais il Oui. y a quelque chose qui se passe. Mhm. Tu transmets quelque chose, et puis des fois, quand tu vas revenir, tu vas reprendre toutes les émotions que tu as Oui. posées en fait sur le papier. Mhm. C'est hyper important. Après, tout le monde n'aime pas écrire. Oui. Alors moi, souvent, je préconise à mes coachés les dictaphones. Oui, je pense à Ah ça. oui, ouais, parler. ouais. Mhm. Extérioriser, de parler, de dire voilà, faire son journaling, mais version Si Oral. tu audio. parles à quelqu'un, ouais. Exactement. Et puis se faire même ses propres phrases de motivation au lieu d'avoir des phrases, vous savez, des audios Oui. toutes prêtes, je suis, non, Oui. vous les faites vous-même avec votre voix parce Oui. que l'intention que vous allez mettre dedans, elle sera complètement différente Entièrement. que l'intention d'une autre personne. Donc, et puis le sport. Oui. Oui. Moi, c'est ce Ouais. que je préconise. Ouais. Moi, c'est ça. J'écris beaucoup. Moi, tout. Et ce que je dis souvent aussi à mes coachés, au-delà d'écrire, je les accompagne à faire beaucoup le journal d'émotions. Mm. C'est comment je me suis sentie, quelle émotion j'ai ressentie. Parce qu'on fait beaucoup de checklists, on fait des bilans et autres, mais souvent, on note pas à ce moment-là comment ouais. on s'est senti. Et ça, c'est hyper important de mettre un mot sur comment je me sens, pourquoi je me suis sentie comme ça. Et ça aide. Oui. Ça aide à grandir, en fait. Voilà. C'est vrai. Bah, merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus, d'avoir répondu à l'invitation. Ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là. J'espère que vous aussi, vous avez appris avec nous et que vous allez mettre, peut-être vous allez trouver, vous allez commencer le journaling, peut-être pour certains le sport, mais j'espère en tout cas que ça ira mieux pour vous si vous vous sentez mal en ce moment. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis bye bye. Merci. Bye.